J'ai poussé la porte de la maternité, un bouquet de pivoine à la main, un sourire forcé collé sur mes lèvres. Mon cœur était lourd. Mais derrière la porte de la chambre, avant même que je ne puisse frapper, j'ai entendu la voix de mon mari, Antoine. C'était un chuchotement venimeux, une caresse empoisonnée destinée à ma sœur, Sophie, elle ne se doute de rien. C'est une excellente vache à lait. Puis, comme un coup de poignard dans le dos, la voix de ma propre mère, Hélène, a ajouté « C'est toi qui mérites d'être heureuse avec lui. L'autre n'est qu'une ratée. » Avant que je vous raconte comment j'en suis arrivée à ce moment précis, ce moment qui a fait voler en éclats toute mon existence. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez, et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'adore voir jusqu'où mes histoires voyagent, et savoir que je ne suis pas seule, même au milieu de la nuit. Mon histoire commence, ou plutôt semblait commencer, comme un conte de fées moderne, ici, dans la belle ville de Lyon. Je m'appelle Chloé, j'ai 38 ans. Jusqu'à ce jour funeste, je pensais avoir tout pour moi. Une carrière d'architecte florissante dans un cabinet réputé, un magnifique appartement avec une vue imprenable sur la Saône, où les lumières de la ville dansaient chaque soir sur les murs de notre salon. Et puis, il y avait Antoine. Mon mari depuis 6 ans. Grand, charismatique, le genre d'homme qui illumine une pièce par sa simple présence. Sur les photos, nous étions le couple parfait. Le couple qui avait réussi. Mais les photos mentent. Derrière les sourires de façade, notre vie était rongée par un chagrin silencieux, une obsession qui dévorait nos jours et hantait nos nuits, nous n'arrivions pas à avoir d'enfants. Depuis 4 ans, notre vie était rythmée par les traitements de fertilité. Un marathon épuisant et coûteux. Je pourrais vous décrire l'odeur aseptisée des cliniques, la froideur du gel des échographies sur mon ventre, la douleur sourde des injections d'hormones que je me faisais moi-même, chaque soir, dans la solitude de notre salle de bain. Chaque cycle était une montagne russe d'émotions. L'espoir fou qui vous serre la gorge, suivi par la chute brutale, le désespoir qui vous laisse vide et meurtri. Cet échec constant avait érigé un mur invisible entre Antoine et moi. L'intimité était devenue mécanique, planifiée, dénuée de toute spontanéité. C'était un devoir, une autre étape du protocole. Antoine, lui, semblait de plus en plus distant. Il rentrait tard, invoquant des réunions, des dîners d'affaires. Son téléphone était devenu son sanctuaire, toujours retourné sur la table, vibrant silencieusement. Quand j'essayais d'en parler, il balayait mes inquiétudes d'un revers de main. « Tu t'inquiètes pour rien, mon amour. Je travaille dur pour nous, pour notre avenir, pour payer ces traitements hors de prix. » Comment aurais-je pu argumenter? Il utilisait notre plus grande blessure comme son meilleur alibi. Je me sentais coupable de douter, coupable de ne pas lui donner l'enfant qu'il désirait tant. Et puis, au milieu de notre désert, la nouvelle est tombée. Un appel de ma jeune sœur, Sophie. Sophie, c'est mon opposé. 28 ans, insouciante, passant d'un petit boulot à un autre, vivant encore largement au crochet de nos parents. Elle a toujours eu cette facilité déconcertante à obtenir ce qu'elle voulait sans effort. Sa voix au téléphone était pétillante, presque désinvolte. « Chloé. Assieds-toi. J'ai une grande nouvelle. Je suis enceinte. » Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Enceinte. Le mot a résonné dans ma tête comme une insulte. Elle, qui n'avait jamais rien planifié de sa vie, tombait enceinte comme on attrape un rhume. J'ai réussi à articuler des félicitations, ma voix sonnant fausse à mes propres oreilles. « Mais, qui est le père ?» ai-je demandé, essayant de masquer mon trouble. Un silence. Puis, un rire gêné. « Oh, c'est compliqué. On verra ça plus tard. » Compliqué. Ce mot flottait dans l'air, lourd de sous-entendus. J'ai raccroché, le cœur en miettes. J'étais heureuse pour elle, bien sûr, ou du moins, j'essayais de m'en convaincre. Mais une vague amère de jalousie et d'injustice m'a submergée. Pourquoi elle? Pourquoi si facilement? Ce soir-là, j'en ai parlé à Antoine. Il a eu une réaction étrange. Pas de la joie exubérante, mais une sorte de soulagement tendu. C'est super pour elle, a-t-il dit, en évitant mon regard. Ta mère doit être aux anges. Il avait raison. Ma mère était plus qu'aux anges. Elle était euphorique.
C'était le début du cauchemar, le premier acte d'une pièce macabre dont j'étais, sans le savoir, le personnage principal et la victime désignée. Elle a refusé de me dire qui était le père, prétextant que c'était « compliqué ». À ce moment-là, un frisson glacial a parcouru mon échine, sans que je ne sache encore que ce secret allait faire exploser toute ma vie. La grossesse de Sophie est devenue le centre de l'univers de ma mère. Hélène, qui avait passé des années à me reprocher mon ambition démesurée et mon incapacité à remplir mon rôle de femme, couvrait désormais Sophie de louanges. Tu vois, Chloé, me disait-elle au téléphone, Sophie, elle, a compris l'essentiel. La famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Chaque mot était une pique destinée à me blesser. Les dîners de famille sont devenus une torture. Maman ne parlait que du futur bébé, des vêtements qu'elle avait achetés, de la chambre qu'elle préparait chez elle. Mon père, Bernard, semblait plus réservé, mais il était emporté par l'enthousiasme général. Pendant ce temps, les fissures dans mon propre mariage s'élargissaient. Les retraits d'argent sur notre compte commun devenaient de plus en plus fréquents et importants. Quand j'ai finalement confronté Antoine, avec les relevés bancaires sous les yeux, il a soupiré avec exaspération. « Chloé, je t'ai déjà dit que c'était pour le travail. Je dois avancer des fonds pour un gros projet immobilier. Fais-moi confiance, un peu. Tout cet argent, il nous reviendra au centuple. » Il était si convaincant, si blessé par mon manque de confiance, que j'ai fini par m'excuser. J'étais l'épouse suspicieuse, l'épouse aigrie par son ventre vide. C'est à ce moment-là que le comportement de Sophie a changé. Elle a commencé à s'immiscer dans mon traitement de fertilité avec une sollicitude qui me mettait mal à l'aise. Elle m'apportait des tisanes spéciales fertilité, trouvées sur Internet, des décoctions au goût infâme que je jetais en cachette. Un jour, elle est venue à l'appartement juste au moment où je préparais mon injection d'hormones la plus importante du cycle, la plus chère aussi. Elle s'est approchée, a voulu voir de plus près, et dans un geste d'une incroyable maladresse, elle a heurté mon bras, envoyant la précieuse fiole se briser en 1000 morceaux sur le carrelage de la salle de bain. « Oh mon Dieu, Chloé, je suis tellement désolée », s'est-elle exclamée, les mains devant la bouche. « Je suis si gauche. » J'étais anéantie. Ce flacon coûtait des centaines d'euros, et sans lui, tout le cycle de traitement était compromis. Les larmes me sont montées aux yeux, un mélange de tristesse et de rage impuissante. Antoine, rentré à ce moment-là, l'a immédiatement défendu. « Ce n'est pas grave, chérie, c'est un accident. N'en veux pas à ta sœur, elle voulait juste aider. » Il a sorti sa carte de crédit et m'a dit d'en recommander une autre, comme si le problème n'était que financier. Mais c'était plus que ça. C'était un mois d'espoir de plus qui partait en fumée. Avec le recul, je vois la scène avec une clarté effrayante. Son geste n'était pas maladroit. Il était précis. C'était un acte de sabotage. Elle ne voulait pas que je tombe enceinte. Elle ne pouvait pas prendre le risque. Quelques semaines plus tard, alors que je me remettais à peine de ce cycle raté, Sophie m'a demandé de l'aide. Elle avait besoin d'argent pour préparer l'arrivée du bébé. Elle a pleuré, a parlé de son manque de moyens, du père qui n'assumait pas. J'ai eu pitié. Malgré tout, c'était ma sœur. J'ai fait un virement important depuis mon compte personnel, en me disant que c'était pour mon neveu ou ma nièce. Antoine a applaudi ma générosité. « Tu as un grand cœur », m'a-t-il dit en m'embrassant. Un grand cœur et un portefeuille bien rempli, voilà ce qu'il voyait. Les doutes s'accumulaient, mais je les repoussais. C'était trop monstrueux pour être vrai. Ma propre sœur? Mon propre mari? Ma mère? Non, c'était impossible. J'étais juste fatiguée, paranoïaque. C'est ce que je me répétais, encore et encore, comme une litanie pour ne pas sombrer dans la folie. J'essayais de m'accrocher aux bribes de normalité, aux souvenirs de notre famille d'avant, avant que ce bébé mystérieux ne vienne tout empoisonner. Mais la vérité, comme une mauvaise herbe, poussait dans les fissures de mes dénis, prête à tout faire éclater. Je mettais son comportement sur le compte de la maladresse et de l'ignorance. Je n'aurais jamais pu imaginer la noirceur qui se cachait derrière ses sourires bienveillants. La vérité était bien plus sinistre que ça. La nuit était noire et silencieuse lorsque le téléphone a sonné, déchirant le calme de notre appartement. Il était 2 heures du matin.
J'ai tâtonné pour répondre, le cœur battant la chamade. C'était ma mère, sa voix vibrante d'une excitation presque hystérique. Chloé. C'est le moment. Sophie a perdu les os, nous sommes en route pour la maternité de Croix-Rousse. Tu vas être tata. Je me suis assise dans mon lit, le cerveau encore embrumé de sommeil. D'accord. Antoine est avec toi, ai-je demandé, ma main glissant sur la place vide et froide à côté de moi. Un court silence. Non, non, a répondu ma mère, un peu trop vite. Antoine avait un rendez-vous très important à l'extérieur de Lyon, il ne pouvait pas annuler. Il est parti tout à l'heure. Mais viens nous rejoindre dès que tu peux demain matin. Un rendez-vous à 2 heures du matin? Une boule de glace s'est formée dans mon estomac. C'était l'excuse de trop. Le mensonge qui ne tenait plus debout. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Je ne me suis pas rendormie. Je suis restée assise dans le noir, à écouter le silence de l'appartement, un silence qui hurlait la trahison. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à l'hôpital comme un automate. Le ciel de Lyon était gris, bas, comme un couvercle posé sur ma vie. Chaque feu rouge était une torture, chaque minute une éternité. En arrivant sur le parking de la maternité, je l'ai vu. La berline noire d'Antoine. Garée là, bien en évidence. Il n'était pas à l'extérieur de Lyon. Il était ici. Il avait été ici toute la nuit. La boule de glace dans mon estomac s'est transformée en un brasier de rage. J'ai traversé le hall d'entrée, l'odeur d'antiseptique et de peur flottant dans l'air. Cette odeur, je la connaissais trop bien. C'était l'odeur de mes échecs, de mes espoirs déçus. J'ai demandé le numéro de la chambre de Sophie à l'accueil et j'ai commencé à monter les étages, mais pas lourd sur le linoléum. En approchant du couloir de sa chambre, j'ai ralenti. Mon instinct me hurlait de faire demi-tour, de fuir. Mais une force morbide me poussait en avant. C'est là que je les ai entendus. Des rires étouffés, des murmures. J'ai reconnu sa voix immédiatement. La voix de mon mari. Je me suis collée au mur, juste à l'angle du couloir, retenant ma respiration. Elle ne se doute de rien, disait Antoine. Sa voix était basse, complice. Franchement, c'est une excellente vache à lait. Les traitements, les virements, tout est payé. Un rire cristallin a suivi. Celui de Sophie. Pauvre Chloé. Toujours si parfaite, si naïve. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Vache à lait. Naïve. Les mots ricochaient dans mon crâne. Puis, la voix de ma mère, mielleuse et cruelle, a porté le coup de grâce. Ne dis pas ça, ma chérie. C'est toi qui mérites d'être heureuse avec lui. L'autre n'est qu'une ratée. Incapable de donner un héritier à cette famille. Une ratée. Le mot que ma mère m'avait jeté au visage toute ma vie. Le souffle coupé, j'ai sorti mon téléphone de mon sac. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai ouvert l'application dictaphone et j'ai appuyé sur le bouton rouge. J'avais besoin d'une preuve. J'avais besoin que le monde sache que je n'étais pas folle. La conversation a continué, chaque mot enfonçant un clou de plus dans le cercueil de ma vie passée. Le bébé te ressemble tellement, Antoine, a gloussé ma mère. Ce nez, ce menton, pas besoin de test ADN. Bien sûr que c'est le mien, a répondu fièrement mon mari. On a enfin notre famille. Une vraie famille. C'est à ce moment précis que la tristesse est morte et que la colère est née. Si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Seriez-vous entré dans la chambre en hurlant? Ou auriez-vous fait comme moi? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous pensez. Je suis restée là, pétrifiée, enregistrant leur bonheur construit sur mes ruines. Ils parlaient de l'argent, de la façon dont Antoine avait siphonné notre compte commun pour payer l'accouchement et l'appartement de Sophie. Ils riaient de ma naïveté. Ils riaient de ma douleur. J'ai arrêté l'enregistrement. J'ai glissé le téléphone dans ma poche. Mes jambes flagellaient, mais ma tête était d'une clarté terrifiante. Je n'ai pas pleuré. Pas une larme. Lentement, sans un bruit, j'ai fait demi-tour et j'ai commencé à marcher. Je ne fuyais pas. Je battais en retraite pour préparer la guerre. Mon monde venait de s'effondrer.
Mais au lieu de m'écrouler en larmes, une rage froide et calculatrice m'a envahi. Ils ne savaient pas encore à qui ils avaient affaire. En sortant de l'hôpital, le monde extérieur me semblait irréel. Le bruit des voitures, les gens qui marchaient sur le trottoir, tout appartenait à une autre dimension. J'étais dans une bulle de silence et de fureur. Je suis montée dans ma voiture, mais au lieu de démarrer, je suis restée assise, les mains crispées sur le volant, le regard fixé sur le pare-brise. L'image de leurs visages souriants, le son de leur rire, tournait en boucle dans ma tête. La douleur était physique, une pression insoutenable sur ma poitrine. Mais sous la douleur, quelque chose de nouveau commençait à émerger. Une détermination de fer. Ils m'avaient prise pour une idiote. Une vache à lait. Une ratée. Ils allaient découvrir la femme qu'ils avaient créée. La première chose que j'ai faite, assise sur ce parking, a été de chercher dans mes contacts le nom de « Maître Dubois ». Hélène Dubois. Une ancienne camarade de promotion, devenue l'une des avocates les plus redoutables de Lyon en droit de la famille. On s'était un peu perdu de vue, mais je savais qu'elle était la meilleure. Ma voix était étonnamment calme quand je lui ai laissé un message. « Hélène, c'est Chloé. J'ai une urgence. Une question de vie ou de mort. Rappelle-moi dès que tu peux. » Elle m'a rappelé moins de 10 minutes plus tard. Je lui ai résumé la situation en quelques phrases courtes et précises. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis, sa voix, professionnelle et tranchante, ne fais rien. Ne dis rien. Ne montre rien. Rentre chez toi et comporte-toi comme si de rien n'était. Nous devons être méthodiques. La vengeance est un plat qui se mange froid, et le nôtre sera glacial. Rentrée à l'appartement, j'ai agi comme une actrice oscarisée. J'ai préparé le dîner, j'ai répondu aux messages de félicitations de la famille, jouant la tante ravie. Quand Antoine est enfin rentré, tard le soir, l'air fatigué mais triomphant, je l'ai accueilli avec un sourire. « Alors, mon oncle préféré ? Comment va la petite merveille ?» Il m'a prise dans ses bras, et j'ai dû lutter contre l'envie de vomir. « Elle est magnifique, Chloé. Tu devrais voir. Elle a les yeux de Sophie. »« J'irai demain, ai-je répondu, ma voix douce comme le miel. Cette nuit-là, j'ai attendu qu'il s'endorme profondément. Puis, je me suis levée et je suis allée dans mon bureau. J'ai allumé son ordinateur portable. Mon cœur battait à tout rompre. Je savais que c'était une violation de sa vie privée, mais après ce que j'avais entendu, je n'avais plus aucun scrupule. J'ai essayé quelques mots de passe. Nos dates d'anniversaire, le nom de son chien d'enfance. Rien. Puis, j'ai essayé le prénom du bébé qu'il venait d'avoir, un prénom que j'avais entendu dans l'enregistrement. Victoire. Bingo. Ce que j'ai découvert cette nuit-là a dépassé mes pires cauchemars. Il n'y avait pas seulement la trahison amoureuse et financière. C'était pire. J'ai trouvé un dossier intitulé « Projet Verrier ». C'était un gros projet de complexe hôtelier pour lequel mon cabinet était en compétition. Et à l'intérieur, j'ai trouvé des scans de mes propres croquis, des ébauches d'idées que je lui avais montrées en confiance, des mois auparavant, sur notre table de cuisine. Il les avait modifiés juste assez pour ne pas que ce soit du plagiat pur et simple, mais l'essence, le concept, c'était le mien. Il avait volé mon travail. Il avait volé mon âme d'architecte pour la vendre à son propre profit. Il avait remporté le contrat grâce à moi, et il ne m'en avait jamais rien dit. Je suis restée figée devant l'écran, le souffle coupé. La nausée est revenue, plus forte cette fois. Il ne s'était pas contenté de me tromper, de me voler mon argent et ma famille. Il avait tenté de saboter ma carrière, mon identité, tout ce que j'avais construit par moi-même. Il voulait m'effacer complètement. J'ai méthodiquement copié tous les fichiers sur une clé USB. C'était la pièce maîtresse de mon dossier. La preuve ultime de sa duplicité. En retournant me coucher, je l'ai regardé dormir. Son visage était paisible, détendu. Le visage d'un monstre qui dormait du sommeil du juste. Et j'ai su, avec une certitude absolue, que je n'allais pas seulement le quitter. J'allais le détruire. La trahison n'était pas seulement personnelle, elle était devenue professionnelle. Il avait essayé de me détruire sur tous les fronts, de me voler mon avenir. Mais il avait fait une erreur fatale,
il m'avait sous-estimé. Les 2 mois qui suivirent furent les plus étranges et les plus difficiles de ma vie. Je vivais dans un état de dissociation permanent. J'étais devenue 2 personnes. D'un côté, il y avait Chloé l'épouse, qui souriait au dîner de famille, qui demandait des nouvelles du bébé, qui jouait son rôle à la perfection. De l'autre, il y avait Chloé la stratège, qui passait ses pauses déjeuner à la banque pour obtenir des copies de tous nos relevés des 5 dernières années, et ses nuits à éplucher chaque ligne, chaque dépense, chaque virement. Antoine et ma famille, aveuglés par leur arrogance, ne se doutaient de rien. Ils me voyaient comme la femme brisée, celle qui avait échoué, et ils laissaient leur garde baisser. Cette pitié qu'ils avaient pour moi est devenue mon meilleur atout. Antoine me laissait son ordinateur sans surveillance, Sophie m'appelait pour se plaindre de ses difficultés financières, me donnant sans le savoir des munitions pour mon dossier. Ma mère, Hélène, me donnait des conseils condescendants sur la façon de reconquérir mon mari, tout en continuant de transférer de l'argent de son propre compte à celui de Sophie, des transferts que je documentais scrupuleusement grâce à un accès que mon père m'avait donné à ses comptes des années auparavant pour l'aider dans sa gestion. Chaque soir, je retrouvais Maître Dubois dans son cabinet du centre de Lyon. Nous étalions les documents sur la grande table en acajou. C'était notre quartier général de guerre. C'est incroyable, Chloé, m'a-t-elle dit un soir, en examinant un relevé de carte de crédit. Il a payé la chambre d'hôtel où il a conçu cet enfant avec votre carte commune. L'arrogance de cet homme est sans limite. Chaque nouvelle découverte était un coup de poignard, mais aussi une brique de plus dans la forteresse que je construisais. J'ai découvert l'étendue du système qu'ils avaient mis en place. Antoine retirait de l'argent en espèces chaque mois, juste en dessous du seuil qui aurait pu déclencher une alerte. Il avait ouvert un compte au nom de Sophie, qu'il alimentait régulièrement. C'est avec cet argent qu'ils avaient payé la compte de l'appartement de Sophie, ses vacances en Italie pendant que je subissais une ponction d'ovocytes, ses vêtements de grossesse de luxe. Mon argent. L'argent qui aurait dû construire notre avenir. Le plus dur était de garder mon calme. Il y avait des jours où la rage menaçait de déborder. Un soir, Antoine est rentré avec un énorme bouquet de roses. Pour ma femme courageuse, a-t-il dit. Je sais que c'est dur en ce moment, mais je suis là pour toi. J'ai eu envie de lui jeter le vase à la figure. J'ai eu envie de hurler, de lui cracher toute ma haine. Au lieu de ça, j'ai souri. J'ai dit, merci, mon amour, et je suis allée mettre les fleurs dans l'eau. Mais en le faisant, j'ai serré la tige d'une rose si fort que les épines se sont enfoncées dans ma paume. La douleur vive et nette m'a aidé à me recentrer. C'était un rappel. Un rappel de la douleur qu'ils m'avaient infligée, et de celle que j'allais leur rendre. J'ai aussi commencé à préparer ma sortie. En secret, j'ai visité des appartements. J'ai trouvé un magnifique petit duplex dans le quartier de la Confluence, avec une terrasse donnant sur la Saône. C'était un nouveau départ. J'ai signé le bail sous mon nom de jeune fille. J'ai ouvert un nouveau compte en banque, et j'y ai viré discrètement une partie de mon salaire chaque mois. Je construisais mon arche de Noé, prête à quitter le navire avant le déluge que j'allais moi-même déclencher. Maître Dubois était impressionné. La plupart de mes clients arrivent ici anéantis, sans rien. Toi, tu arrives avec un dossier de mise en accusation digne d'un procureur. Tu as tout, le mobile, les preuves, l'arme du crime. Elle a pointé la clé USB contenant mes plans volés. Ça, Chloé, ce n'est pas seulement un motif de divorce pour faute. C'est une potentielle affaire pénale pour vol de propriété intellectuelle. On le tient. L'arsenal était prêt. Chaque document, chaque relevé, chaque enregistrement était une balle dans mon chargeur. J'attendais juste le bon moment pour appuyer sur la détente. Et ce moment approchait à grands pas. Chaque facture, chaque relevé bancaire était une brique de plus dans la forteresse que je construisais autour de moi, et une marche de plus vers ma liberté. La seule pièce manquante était la réaction de mon père. Mon père, Bernard, a toujours été un homme de principe. Droit, honnête, parfois un peu rigide, mais avec un sens profond de la justice. Il aimait ma mère, mais il était souvent aveugle à ses manipulations. Il voyait Sophie comme sa petite princesse, fragile, et moi comme la battante, qui n'avait besoin de personne. C'était la conversation la plus difficile que j'allais devoir avoir. S'il ne me croyait pas,
s'il choisissait de laver le linge sale en famille, tout mon plan pouvait s'effondrer. Je lui ai donné rendez-vous dans un café discret près de la place Bellecour, un endroit où nous avions l'habitude d'aller quand j'étais enfant. Je suis arrivée avec une sacoche lourde de documents. Il était déjà là, l'air inquiet. Chloé, ma chérie, tu m'as fait peur au téléphone. Que se passe-t-il de si grave pour que tu ne veuilles pas que ta mère soit au courant? J'ai pris une profonde inspiration. Papa, ce que je vais te dire va te faire beaucoup de mal. Mais je te demande de m'écouter jusqu'au bout, et de regarder ce que j'ai apporté. J'ai commencé par le début. L'infertilité, la distance avec Antoine, mes doutes. Il m'écoutait, le front plissé, mais je voyais dans ses yeux qu'il cherchait des excuses. Les couples traversent des passes difficiles, Chloé. Et Antoine travaille tellement. Laisse-moi continuer, papa. J'ai ensuite parlé de la grossesse de Sophie, des retraits d'argent, des mensonges. Son visage s'est durci. Tu accuses ton mari de vol et ta sœur de complicité? Ce sont des accusations très graves. Sophie ne ferait jamais ça. Et ta mère? Maman le sait, l'ai-je coupé. Elle est le cerveau de l'opération. Il a secoué la tête, visiblement choqué et en colère contre moi. Ça suffit, Chloé. J'en ai assez entendu. Tu es malheureuse, je le comprends, mais tu ne peux pas laisser ta jalousie te faire inventer des histoires pareilles. Tu vas détruire cette famille avec tes fantasmes. Il a commencé à se lever, prêt à partir. Mon cœur s'est serré. C'était mon dernier espoir. Papa, s'il te plaît. Une dernière chose. Juste une. Ma voix était brisée, mais ferme. Je lui ai tendu une paire d'écouteurs. Écoute ça. C'est la conversation que j'ai enregistrée à l'hôpital, le jour de la naissance de l'enfant. Hésitant, il s'est rassis. Il a mis les écouteurs, le visage fermé. J'ai appuyé sur « Play ». Je n'oublierai jamais la transformation qui s'est opérée sur son visage pendant ces quelques minutes. La couleur a quitté ses joues. Ses yeux se sont écarquillés d'horreur. Sa mâchoire s'est crispée. J'ai vu ses mains, posées sur la table, se mettre à trembler. Il a entendu la voix de sa femme, Hélène, me traiter de « raté ». Il a entendu la voix de son gendre se vanter de me plumer. Il a entendu la voix de sa fille cadette rire de ma douleur. Quand l'enregistrement s'est terminé, il est resté silencieux pendant une longue minute, les écouteurs encore sur les oreilles, le regard perdu dans le vide. Puis, il les a retirés lentement. Il a levé les yeux vers moi. Ils étaient remplis d'une tristesse et d'une fureur que je ne lui avais jamais vue. « Pardonne-moi, a-t-il murmuré, la voix rauque. Pardonne-moi, ma fille, d'avoir été si aveugle. » Des larmes ont coulé sur ses joues. Pas des larmes de pitié, mais des larmes de rage et de regret. Ce qu'ils t'ont fait, ce n'est pas humain. Ta mère? Hélène, comment a-t-elle pu? J'ai posé ma main sur la sienne. Je ne sais pas, papa. Mais maintenant, tu sais. Tu sais tout. Il a serré ma main avec force. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé, son ton changeant, devenant dur comme l'acier. Je vais les détruire, papa. Légalement. Je vais récupérer tout ce qu'ils m'ont pris. Et j'aurai besoin de toi. Son regard était sans équivoque. Je serai là. Je témoignerai. Je ferai tout ce qu'il faudra. Ils ne s'en tireront pas comme ça. Plus jamais. En quittant le café, je me sentais plus légère. Une partie du poids sur mes épaules s'était envolée. Ce n'était plus seulement ma guerre. C'était la nôtre. La bataille pour la justice allait commencer, et j'avais désormais mon allié le plus important à mes côtés. Avec le soutien de mon père, je savais que je n'étais plus seule dans cette bataille. L'heure de la confrontation finale avait sonné. Le jour J était arrivé. Antoine devait rentrer d'un séminaire de 3 jours à Paris. En réalité, je savais, grâce à une application de suivi que j'avais discrètement installée sur son téléphone, qu'il avait passé le week-end dans un gîte de charme en Bourgogne avec Sophie et le bébé. Le calme avant la tempête. Pendant son absence, j'avais finalisé mes préparatifs avec une efficacité redoutable. J'avais déménagé mes affaires les plus importantes, documents, objets de valeur sentimentale, vêtements dans mon nouvel appartement. L'ancien,
notre nid d'amour était devenu une simple scène de théâtre. Et ce soir, le dernier acte allait se jouer. J'ai préparé son plat préféré, un bœuf bourguignon. J'ai ouvert une bouteille de son vin favori, un Gevrey Chambertin. J'ai allumé quelques bougies. Je voulais que le décor soit parfait. Un contraste saisissant avec la laideur de ce qui allait suivre. Je voulais qu'il se sente en sécurité, qu'il se sente chez lui, une dernière fois, avant que je ne lui arrache tout. Il est rentré vers 20h, un grand sourire aux lèvres, l'air détendu. Ah, ça sent bon ici. Tu m'as manqué, mon amour. Il s'est approché pour m'embrasser. J'ai tourné la tête juste à temps pour qu'il n'effleure que ma joue. Il n'a pas semblé le remarquer. Le dîner s'est déroulé dans une atmosphère surréaliste. Il parlait de son séminaire, inventant des détails, des noms de collègues, des conférences ennuyeuses. Je l'écoutais, hochant la tête, posant des questions, jouant mon rôle à la perfection. Chaque mot qui sortait de sa bouche était un mensonge, et chaque mensonge renforçait ma résolution. Il se vantait d'une prime qu'il allait bientôt recevoir grâce au projet Verrier. Mon projet. La bile est montée dans ma gorge, mais je l'ai ravalée avec une gorgée de vin. Je suis fière de nous, Chloé, a-t-il dit, en levant son verre. On traverse des moments difficiles, mais on est solide. Bientôt, tout ça sera derrière nous. On aura notre famille. C'était le signal. J'ai posé mon verre, lentement. C'est drôle que tu parles de famille, Antoine. Il a froncé les sourcils, surpris par mon changement de ton. Comment ça? Je me suis levée, je suis allée chercher une grande enveloppe Kraft que j'avais laissée sur le buffet, et je l'ai posée sur la table, entre nos deux assiettes. Ouvre, ai-je dit, ma voix soudainement glaciale. Il a regardé l'enveloppe, puis moi, l'incompréhension se peignant sur son visage. Il l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait la demande de divorce pour faute, ainsi qu'une copie de la plainte pour vol de propriété intellectuelle. La couleur a quitté son visage. Chloé, qu'est-ce que c'est que cette blague? La blague est terminée, Antoine. Je suis allée chercher une petite enceinte Bluetooth que j'avais préparée. J'ai appuyé sur « Play ». Et la conversation de l'hôpital a rempli le silence de notre salle à manger. Sa propre voix, celle de Sophie, celle de ma mère. Vache à lait. Raté. Pas besoin de test ADN. Il s'est décomposé. Il a blêmi, puis est devenu rouge de confusion et de panique. Il a essayé de parler, de bégayer des excuses. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est un malentendu. Un malentendu, ai-je répété, ma voix basse et pleine d'un mépris infini. Tu as couché avec ma sœur. Tu lui as fait un enfant. Vous avez utilisé mon argent, l'argent de mon désespoir, pour payer vos petites cachotteries. Tu as volé mon travail pour assurer ta promotion. Qu'est-ce qu'il y a à mal comprendre, Antoine? Il s'est effondré sur sa chaise. J'étais perdu, Chloé. Ton obsession pour ce bébé, ça nous a éloignés. Ne t'avise pas, l'ai-je prévenu, en le pointant du doigt. Ne t'avise jamais de me rendre responsable de tes trahisons. Assume. Pour une fois dans ta vie d'homme lâche et misérable, assume. Il a commencé à pleurer. De grosses larmes de crocodile. Il s'est mis à genoux, s'est agrippé à mon pantalon. Pardonne-moi, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je l'aime pas, Sophie, c'était une erreur. C'est toi que j'aime. Je l'ai regardé, sans aucune émotion. L'amour que j'avais eu pour lui était mort, remplacé par un vide sidéral. J'ai repoussé sa main avec dégoût. Tes affaires sont dans des cartons dans l'entrée. Tu as 1 heure pour quitter cet appartement. Maître Dubois te contactera demain. Son visage est passé de l'arrogance à la panique la plus totale quand il a compris que je savais tout, même pour mes plans d'architecte. C'était le début de sa chute, et j'allais m'assurer qu'elle soit vertigineuse. Le tribunal de grande instance de Lyon est un bâtiment imposant, froid, qui peut vous broyer ou vous réhabiliter. Pour moi, c'était le théâtre de ma libération. Le procès a duré plusieurs jours, des jours tendus et éprouvants, mais chaque minute passée dans cette salle d'audience me rapprochait de la justice. Antoine avait engagé un avocat qui a tenté de me dépeindre comme une femme de carrière froide, obsédée et hystérique, qui aurait poussé son pauvre mari dans les bras d'une autre.
C'était pathétique. Maître Dubois, mon avocate, a méthodiquement démonté leur défense, pièce par pièce, avec une précision chirurgicale. Le premier jour, elle a présenté les preuves financières. Les relevés de compte, les retraits d'espèces, les virements vers le compte de Sophie. L'avocat d'Antoine a tenté de plaider la gestion commune des biens, mais Maître Dubois a sorti l'enregistrement. Quand la voix d'Antoine disant « C'est une excellente vache à lait » a résonné dans le silence du tribunal, un murmure a parcouru la salle. Le juge a regardé Antoine par-dessus ses lunettes, le visage impassible, mais je pouvais voir le dégoût dans ses yeux. Le moment le plus difficile, et le plus cathartique, fut le témoignage de ma mère. Elle est arrivée à la barre, vêtue de noir, jouant le rôle de la mère éplorée, prise entre ses deux filles. Son avocat a essayé de la présenter comme une victime, une pauvre femme qui avait simplement essayé de maintenir la paix. Maître Dubois s'est approché. Sa voix était douce, presque compatissante. « Madame Hélène, vous dites que vous aimez vos deux filles de la même manière ?» « Bien sûr, » a répondu ma mère, en s'épongeant les yeux avec un mouchoir. « Alors, pouvez-vous expliquer au tribunal pourquoi vous avez dit à votre fille Sophie que votre autre fille, Chloé, n'était qu'une ratée ?» Ma mère a blêmi. Je n'ai jamais dit ça. Vraiment ? Maître Dubois a fait un signe à son assistant. Alors, écoutons à nouveau l'enregistrement. Le son a été coupé juste avant. L'avocat de ma mère s'est levé, protestant, mais le juge l'a fait taire d'un geste. Ma mère s'est effondrée. « Oui, je l'ai dit », a-t-elle avoué, en sanglotant. « Mais vous ne comprenez pas. Chloé a tout, la carrière, l'argent. Sophie n'a rien. Et Chloé ne pouvait pas nous donner ce que nous voulions le plus, un petit enfant. » Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Elle venait de tout avouer. Sa jalousie, sa cruauté. Elle venait de justifier la destruction de la vie d'une de ses filles pour le bonheur de l'autre. Le témoignage de mon père fut bref mais dévastateur. Il a raconté, la voix brisée par l'émotion, comment il avait été trompé par sa femme et sa fille. Il a confirmé les transferts d'argent qu'Hélène avait faits en secret. En sortant de la barre, il n'a pas jeté un seul regard à ma mère ou à ma sœur, assises au fond de la salle avec le bébé. Il est venu s'asseoir à côté de moi. L'affaire du vol de propriété intellectuelle a été le coup de grâce. Maître Dubois a fait venir un expert en architecture qui a démontré, plan à l'appui, comment les concepts fondamentaux de mon projet avaient été repris par Antoine. Le cabinet d'Antoine, craignant un scandale, l'a immédiatement licencié et a réglé l'affaire à l'amiable avec le mien, me versant des dommages et intérêts substantiels. Le jour du verdict, j'étais tendue, mais sereine. Le juge a accordé le divorce aux torts exclusifs d'Antoine. Il l'a condamné à me verser une prestation compensatoire importante, ainsi que des dommages et intérêts pour le préjudice moral. La conspiration financière avec ma mère a été reconnue, et une partie des biens de ma mère a été saisie pour me rembourser les sommes détournées. Antoine a également été condamné à payer une pension alimentaire très élevée pour l'enfant qu'il avait eu avec Sophie, une pension calculée sur la base de ses anciens revenus d'architecte, et non sur son nouveau statut de chômeur. En sortant du tribunal, je suis passée devant Antoine, ma mère et Sophie. Ils étaient livides. Leurs visages étaient déformés par la haine et la défaite. Je les ai regardés, un par un. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mon silence était plus éloquent que n'importe quel cri de victoire. Le marteau du juge a retenti comme le son de ma nouvelle vie. C'était enfin terminé. Mais ce qui est arrivé à Antoine, Sophie et ma mère après le procès, personne n'aurait pu l'imaginer. 1 an. 12 mois. 365 jours pour déconstruire une vie et en bâtir une nouvelle sur les ruines. Aujourd'hui, quand je regarde par la grande baille vitrée de mon propre bureau, je ne vois plus la Saône, mais le Rhône qui scintille sous le soleil de Lyon. Après le procès, j'ai quitté mon ancien cabinet. J'avais besoin d'un nouveau départ, d'un espace qui soit entièrement le mien. Avec les dommages et intérêts et ma part du règlement, j'ai fondé ma propre agence d'architecture, Renaissance. Le nom était une évidence. Les débuts ont été intenses, mais exaltants. Je me suis jetée dans le travail comme une naufragée s'accroche à une bouée. Et ça a payé. Mon agence a rapidement gagné en réputation. Nous avons remporté plusieurs concours, et aujourd'hui,
nous travaillons sur des projets passionnants. Je me suis entourée d'une petite équipe talentueuse et loyale. Je suis enfin mon propre chef, et cette liberté n'a pas de prix. Et la liberté n'est pas venue seule. Il y a 6 mois, j'ai rencontré Lucas. C'est l'avocat spécialisé en droit des affaires qui m'a aidé à monter ma société. C'est un homme doux, intelligent, et surtout, honnête. Il connaît toute mon histoire. Je lui ai tout raconté, un soir, en pensant que ça le ferait fuir. Au lieu de ça, il a pris ma main et m'a dit, « Ce qu'ils t'ont fait est monstrueux. Mais ça a révélé la femme incroyable que tu es. » Avec lui, tout est simple, évident. Nous ne parlons pas d'enfants, pas encore. Nous construisons, pas à pas, une relation basée sur la confiance et le respect. Et pour la première fois depuis des années, je me sens en sécurité. Quant aux autres, leur chute a été aussi spectaculaire que je l'avais espéré, mais elle a pris un tournant que je n'avais pas prévu. Antoine, licencié et avec une réputation en lambeaux, n'a jamais retrouvé de travail dans l'architecture. Il vit de petits boulots, et la lourde pension alimentaire le ronge chaque mois. Il a essayé de refaire sa vie avec Sophie, mais leur relation, construite sur un mensonge, n'a pas résisté à la pression financière et au ressentiment. Ils se sont séparés dans les cris et les reproches quelques mois après le procès. Sophie est retournée vivre chez mes parents, ou plutôt, chez ma mère. Car mon père, Bernard, a tenu parole. Le soir même du verdict, il a fait ses valises et a quitté la maison familiale. Il a pris un petit appartement en ville. Il a demandé le divorce d'avec ma mère. Aujourd'hui, notre relation est plus forte que jamais. Nous nous voyons chaque semaine. Il est devenu le grand-père de substitution pour ma petite agence, passant parfois nous apporter des croissants. Il a retrouvé une paix qu'il avait perdue depuis longtemps. Ma mère, Hélène, vit seule avec Sophie et l'enfant dans la grande maison vide. Elle est devenue une paria. Ses amis l'ont abandonnée, la famille l'évite. Elle a perdu son statut, son argent, son mari. Elle est prisonnière de la situation qu'elle a elle-même créée, obligée de s'occuper de sa fille immature et d'un enfant qui est le symbole vivant de sa trahison. Parfois, Sophie m'appelle. Sa voix n'est plus pétillante, mais géniarde. Elle se plaint, elle demande de l'argent, elle essaie de me faire culpabiliser. C'est ta nièce, Chloé. Tu ne peux pas la laisser comme ça. Je reste calme. Cet enfant a un père, Sophie. Et une grand-mère qui voulait tellement un héritier. Adressez-vous à eux. Puis je raccroche. Je ne ressens ni haine, ni pitié. Juste un vide. Un immense détachement. Ils ne font plus partie de ma vie. Ils sont les fantômes d'un passé révolu. L'ironie de l'histoire, c'est qu'en voulant me détruire, ils m'ont offert le plus beau des cadeaux, la chance de me réinventer, de découvrir ma propre force, de construire une vie qui me ressemble vraiment, sans compromis ni faux-semblant. Ils ont voulu faire de moi une ratée, ils ont fait de moi une femme libre. J'avais enfin trouvé la paix, une paix que je pensais perdue à jamais. Mais je savais aussi que les fantômes du passé ne disparaissent jamais complètement, ils nous rappellent simplement la force que nous avons trouvée pour les surmonter. Aujourd'hui, quand je suis assise sur la terrasse de mon nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur Lyon, je pense souvent au chemin parcouru. La femme que j'étais il y a 2 ans n'existe plus. Elle était forte, certes, mais elle était aussi enchaînée. Enchaînée à l'image de la perfection qu'elle devait renvoyer, enchaînée au désir d'être une bonne épouse, une bonne fille, une future mère. Elle cherchait la validation dans le regard des autres, et surtout dans le regard de ceux qui, finalement, la méprisaient le plus. La trahison a été un incendie. Un feu violent et dévastateur qui a tout brûlé sur son passage. Ma maison, mon mariage, ma famille, mes illusions. Pendant un temps, je n'étais que cendre et douleur. Je pensais que plus rien ne pourrait jamais repousser sur cette terre calcinée. Mais je me trompais. C'est dans ces cendres que j'ai trouvé la véritable graine de ma force. Une force qui ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. En perdant tout, je me suis retrouvée moi-même. J'ai appris que ma valeur ne dépendait pas de mon statut marital ou de ma capacité à procréer. Ma valeur, c'est mon intelligence, ma créativité, ma résilience. C'est ma capacité à transformer la douleur la plus profonde en un moteur de construction. L'architecture m'a sauvée. Concevoir des espaces pour les autres,
c'était aussi redessiner mon propre espace intérieur. Chaque plan, chaque mur que je dessinais, c'était une barrière de plus contre le passé et une fondation de plus pour l'avenir. Mon agence, Renaissance, porte bien son nom. C'est ma renaissance, la preuve vivante qu'on peut tout reconstruire, même après le chaos le plus total. Je ne suis plus obsédée par l'idée d'avoir un enfant biologique. Lucas et moi avons entamé les démarches pour l'adoption. J'ai compris que la famille, la vraie, ce n'est pas une question de sang. C'est une question de cœur, de choix, de loyauté. C'est construire un foyer avec des gens qui vous respectent, qui vous aiment pour ce que vous êtes, et non pour ce que vous pouvez leur apporter. Mon père fait partie de cette famille. Lucas en fait partie. Ma petite équipe en fait partie. C'est une famille que j'ai choisie, et elle est 1000 fois plus solide que celle dans laquelle je suis née. Ne vous méprenez pas, les cicatrices sont là. Il y a des jours où une ombre passe, où un souvenir me serre le cœur. La douleur de la trahison ne disparaît jamais complètement. Mais elle ne me définit plus. Elle est devenue une partie de mon histoire, le chapitre sombre qui rend les chapitres lumineux encore plus éclatants. Cette histoire, je vous la raconte aujourd'hui non pas pour que vous vous apitoyiez sur mon sort, mais pour vous transmettre un message. Un message d'espoir. Peut-être qu'en ce moment même, vous traversez votre propre incendie. Peut-être que vous vous sentez trahi, brisé, anéanti. Peut-être que vous pensez qu'il n'y a plus d'issue. Mon histoire est une histoire de trahison, mais c'est surtout une histoire de renaissance. Elle m'a appris que même dans les moments les plus sombres, nous avons en nous la capacité de nous réinventer, de trouver une force que nous ne soupçonnions pas. La douleur est un carburant puissant. Vous pouvez la laisser vous consumer, ou vous pouvez l'utiliser pour alimenter le moteur de votre propre renaissance. Le choix vous appartient. Si vous, qui m'écoutez, avez vécu une épreuve similaire et que vous en êtes sorti plus fort, s'il vous plaît, partagez un fragment de votre expérience dans les commentaires. Votre histoire pourrait donner de l'espoir à quelqu'un qui en a besoin en ce moment même. Chaque témoignage est une lumière dans la nuit. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si mon histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un like pour me le faire savoir, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de vie, de combat et de victoire. Prenez bien soin de vous, et n'oubliez jamais la force qui sommeille en vous.